Aujourd'hui, dans toute une histoire, l'histoire d'Eden. À 16 ans, elle fugue à Casablanca rejoindre son petit ami. Monique, sa mère, lance un avis de recherche. Eden ne rentrera que 3 mois plus tard. Elle a fait fort. Vous imaginez une chose pareille? Ah non, pas du tout. J'ai vécu ça comme une humiliation, un rejet d'une maman. Et aussi l'histoire d'Hélène. Elle est rentrée dans une spirale qui aurait pu lui coûter la vie. L'héroïne, ça a été vraiment de 15 à 18 à fond, tout le temps. Qu'est-ce qu'on dit aux parents qui nous regardent aujourd'hui? Je pense que ce qui est important, c'est de ne pas cesser d'aimer son enfant, de ne pas le critiquer, de ne pas le juger. Bonjour à tous, bienvenue dans toute une histoire. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Et bienvenue. Monique et Eden sont mes premières invitées aujourd'hui. Monique connaissait très bien sa fille, Eden, 16 ans. Elle lui faisait entièrement confiance. Mais il y a 4 mois, Eden a fugué. Elle est partie du jour au lendemain à l'étranger, sans rien dire. Heureusement, depuis, Eden est revenue à la maison, mais elle est enceinte d'un jeune homme rencontré par Internet et qu'elle a rejoint en Afrique du Nord. Même stupéfaction pour Christiane quand elle a découvert que sa fille Cindy, 22 ans, est devenue actrice de films classés X. Imaginez ses parents qui découvrent un beau matin la face cachée de leur enfant, la part d'ombre qu'ils ne soupçonnaient pas. Monique se prépare à devenir grand-mère. Sa fille a tout juste 17 ans. Eden et sa mère reviennent de loin. Ce qu'elles ont vécu cet été aurait pu définitivement les éloigner l'une de l'autre. Je me confie pas beaucoup à ma mère. C'est plutôt rare. Et puis ensuite, les amis, pas trop non plus. Et puis Internet, c'est parler à quelqu'un, mais pas en face de lui. Eden, comme beaucoup d'adolescentes, est mal dans sa peau et c'est sur Internet qu'elle va trouver une oreille attentive, un jeune homme qui habite au Maroc et dont elle tombe amoureuse. J'ai rencontré mon ami sur des sites Internet. Et puis on a parlé et on a gardé contact. J'en ai pas parlé à ma mère au début, sans doute par la crainte qu'elle n'accepte pas. Chaque fois que je montais les escaliers parce que sa chambre est à l'étage, hop, elle fermait la porte à clé, ou alors elle voulait pas m'ouvrir, ou elle changeait l'image de l'écran. Bon. Pendant 6 mois, Eden cache son idylle virtuelle à sa mère et puis un jour, elle disparaît. À 7 h du matin, tout le monde a cru que j'allais travailler. J'ai pris une navette qui allait à l'aéroport. Je me disais, je sais pas si je fais une faute ou pas, mais j'en ai vraiment marre, donc je m'en vais pour Casablanca. Je suis partie comme ça à l'aventure, les yeux fermés. Moi, c'était l'angoisse envahissante. Rien ne me laissait présager qu'elle allait partir. Le soir même, Monique donne l'alerte à 1500 km de là. Eden est arrivée dans la famille de son ami marocain. Elle prétend qu'elle est en vacances et que sa mère est au courant. Ils m'offraient tout ce que je voulais. Je faisais du cheval autant que je voulais. On voyageait, on sortait beaucoup aussi, on faisait les magasins. On s'amusait, quoi. Partout dans Bordeaux, il y avait la photo de ma fille. Je passais mes journées à pleurer, à ne pas manger, même un café, je le rendais. Il faut 6 longues semaines à la police française pour retrouver la trace de la jeune fille au Maroc. Eden, elle, n'a toujours pas donné signe de vie à sa mère. Je rêvais que d'un instant, c'est de voir ma fille, de savoir ce qu'elle devenait et de lui parler, savoir au moins ce qu'elle faisait. J'y ai pensé à ma mère. Je me demandais si elle était fâchée contre moi. Je me suis pas rendu compte que j'ai fait du mal autour de moi. Monique décide d'aller elle-même chercher sa fille. Mais une fois sur place, Eden, pourtant mineure, refuse de rentrer. Considérant que l'adolescente ne court aucun danger, les autorités locales n'interviennent pas. Au bout de 3 mois de fugue, Eden rentre enfin au grand soulagement de sa mère. Elle se croyait dans son monde. Elle s'est mise à rêver que lui seul pouvait la comprendre, ce jeune. Je sais qu'elle m'aime, mais c'est vrai que j'ai pleuré. Bonjour à toutes les deux. Je pense qu'il est important que vous parliez toutes les deux. Comme les parents et les enfants doivent se parler, ils se parlent sans doute pas suffisamment de manière générale. Et l'enfant qu'on a l'impression de connaître très bien, on a l'impression de le découvrir un jour. C'est ce qui vous est arrivé, Monique? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je ne me serais jamais douté qu'elle allait fuguer. Rien ne vous laissait présager ça? Non, rien du tout. Même qu'elle agissait en dessous, qu'elle mentait beaucoup. La vie devenait impossible les derniers jours. Mais c'est parce qu'elle me cachait plein de choses. Et puis qu'elle montait un peu son départ, mais dans mon dos. Mais de quoi tu en avais marre à la maison au point de vouloir partir comme ça?
Mais je pouvais pas faire demi-tour puisque... On peut toujours faire demi-tour. Oui, oui, mais j'avais trop de choses derrière moi. Comment tu as pensé à ta mère pendant toute cette disparition? Mais, je pensais à elle tous les jours, mais au fond, j'étais heureuse là où j'étais, mais j'avais peur de revenir en arrière, parce que je croyais qu'elle était en colère. Je savais pas qu'est-ce qui allait m'arriver au retour de Bordeaux. Donc je voulais pas rentrer. En revenant à Bordeaux? La peur de ne plus revoir mon copain. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire, madame? Comment ça a pu arriver? Elle est partie quand même avec, dans l'inconnu. Hein. Elle a fait fort. Vous imaginez une chose pareille? Ah non, pas du tout. J'ai même été humiliée. Enfin, j'ai vécu ça comme une humiliation, un rejet d'une maman, une nouvelle connaissance qui prenait le dessus sur une maman, comme ça. Peut-être son coup de cœur pour ce garçon qui a trouvé les mots justes pour rentrer peut-être dans la brèche affective qu'elle avait. À ce moment-là, qu'il a dit les mots qu'elle voulait entendre. Et puis, comme elle lui confiait pas mal de choses, tous nos faits et gestes, comme maintenant d'ailleurs, c'est toujours un petit peu l'espion à la maison. Mais bon, j'accepte davantage. Parce que maintenant, je connais avec qui elle discute, j'ai vu. Donc, je ne mets plus d'interdit. Puis, et vous avez pensé au pire à ce moment-là? Vous avez pensé qu'elle avait été enlevée? Oui, je me suis dit, ça y est, elle est dans un réseau. J'étais très inquiète. Et puis c'est de là qu'après, on l'a fini par la localiser. Moi, j'ai envoyé des emails à M. Sarkozy, au ministère de l'Intérieur, là, à M. Chirac, qui m'ont répondu quand même aimablement, hein, qui faisait le nécessaire avec toutes les autorités étrangères et tout ça. Donc, forcément, ça... Mais tu t'inquiétais pour ta mère pendant tout ce moment-là? Ça aboutit. Tu savais que ta maman était en train d'enquêter? Tu te doutais qu'il se passait quelque chose, quand même? Je cherchais, mais... Tu pensais qu'elle t'avait abandonné, qu'elle t'avait oublié? Ah non. Non. Quand même pas. Alors, qu'est-ce que tu pensais qu'il pouvait se passer dans sa tête? De l'inquiétude, peut-être, mais je ne réalisais pas à ce moment-là. J'ai l'impression que tu es un peu contente de toi, d'avoir fait tout ça. J'ai gagné un ami, mais j'ai fait du mal autour de moi, surtout. Mais heureusement, maintenant que j'ai ma mère qui me reprend, et puis je peux compter toujours sur elle. Je vais te poser la question à Hélène et Antoinette, qui sont ici présents, qui sont mère et fille, qui ont connu une situation comparable, de découverte en tout cas de quelque chose d'assez surprenant de la part de son adolescente. Pendant 4 ans, vous dites que vous avez été une toxico, comment vous dites dans le reportage? J'ai été une toxico au plus gros degré possible, et c'était entre 15 et 18 ans. Vous êtes maman à votre tour maintenant? Oui. Vous avez 2 jeunes adolescents? 12 et 14. Vous êtes inquiète? Je suis inquiète parce que je sais que c'est une réalité qu'on peut tous rencontrer et qu'il n'y a pas de stéréotype de l'enfant qui risque de tomber dedans. Donc je suis surtout très vigilante et puis je suis surtout très réaliste. C'est compliqué de dialoguer avec sa mère dans ces cas-là, parce qu'on voit que c'est compliqué pour Eden et Monique de relier aujourd'hui une relation. Ben oui, parce que je me dis que si je ne marche pas dans son sens, puisqu'elle m'impose là maintenant la réalité, si je ne vais pas dans son sens, j'ai peur, j'émets le doute qu'elle refugue, puisqu'elle le tient toujours quand même au courant. Ils sont quand même en relation constante. Bah, c'est-à-dire qu'elle est enceinte. Oui, mais j'ai l'impression d'avoir un petit espion à la maison, parce que tous nos faits et gestes, partout où on est, à quel moment, ils sont en relation, les SMS ça marche, à la maison Internet, il a fallu que je le remette. Je vais dans son sens, puisqu'elle m'impose maintenant. Donc, elle est contente d'avoir réussi et puis de me l'imposer, parce qu'elle vit mieux dans la réalité. Seulement... voilà, je suis contrainte d'accepter. Parce que, bon, d'une part, c'est ma fille. Quelle est la maman qui ne reprendrait pas son enfant? Vous l'aimez, votre fille? Ah ben, je l'aime. Si je l'ai reprise et puis que je ne l'ai pas laissée dans un foyer comme elle a été placée par la brigade des mineurs en arrivant, c'est que je la voulais quand même chez moi. On va essayer de comprendre comment il peut se passer une chose pareille quand même, parce que ce jeune homme, avec quel âge? 20 ans. Toi, tu avais quel âge quand tu es partie? 16 ans. 16. Comment, quand tu as dit à ton ami que tu voulais le rejoindre, est-ce qu'il a essayé de te dissuader? Il m'a dit de bien réfléchir, mais qu'il serait là, à mon arrivée à Casablanca. Est-ce que tu lui as dit que ta mère n'était pas au courant, à lui? Oui. Qu'est-ce qu'il en a pensé? Il m'a quand même dit, viens. Ce qui est incroyable à comprendre, c'est comment tu as pu monter à l'âge de 16 ans, toute seule dans un avion pour partir à l'étranger? J'ai réservé déjà mon vol le lundi. Et puis ensuite... je lui ai demandé déjà si on était mineur, on pouvait aller à Casablanca. Elle m'a dit oui, seulement il faut son passeport. Et puis le lendemain, j'ai été prendre la navette à l'aéroport. Puis ensuite, j'ai pris mon billet pour aller à Marseille, parce qu'il y avait une escale là-bas.
Et après, tout de suite après, le vol pour Casablanca. Et quand on est arrivé à Casablanca, ils nous ont tamponné le passeport. Aucun problème avec la police, avec la douane? Non. Aucune question? Rien du tout. Tu pensais à ta maman à ce moment-là? Quand j'étais dans l'avion, surtout pour Marseille, Ah oui. je me disais, bon, maintenant c'est trop tard pour faire demi-tour, donc fonce. Comment ça s'est passé en arrivant au Maroc, dans cette famille? Il m'attendait à Casablanca déjà. À l'aéroport? Oui. Puis ensuite, on a pris le bus pour quand partir à tu les as vus, Safi. t'as ressenti quoi? Tu t'es dit quoi? C'est ma nouvelle famille? Ça m'a changé au départ, mais bon, quand je l'ai vu lui, j'étais contente déjà, et ensuite il m'a présenté sa famille, ça s'est bien passé. Et voilà. C'était une belle vie pendant 6 semaines, 1 mois et demi là-bas? 3 mois. 3 mois en tout? C'était une belle vie? Ah oui. Quand même, bonnes vacances. Voyons. Si elle vous avait demandé votre avis, madame, vous lui auriez autorisé un voyage pareil? Je lui aurais dit, moi, travaillant à la mairie de Bordeaux et dans les écoles, j'ai mes vacances scolaires en même temps que les enfants, donc j'étais en vacances en juillet. Elle pouvait attendre quelques semaines de plus. On serait partis ensemble, peut-être. Vous l'auriez accompagné? Oui, parce qu'on a toujours des chèques vacances, on a toujours des vacances, on serait partis connaître peut-être ce fameux garçon. Et puis, quitte à passer quelques jours au Maroc, même si ça n'avait pas marché. Tu aurais accepté que ta maman t'accompagne? Mais elle est partie un mois avant. Je gênais. Tu aurais accepté que ta maman t'accompagne? Oui, mais si elle m'aurait accompagnée, ce serait déjà, dès le début, passé autrement. Il n'y aurait eu que la vérité, au moins. Ah mais oui. Parce que là, c'est parti sur des mensonges, on ne pouvait que continuer sur les mensonges. Vous avez fini par la retrouver, quand même? Oui, quand j'y suis allée début août. On l'a localisée donc mi-juillet. Grâce à Internet, vous l'avez localisée? Non, c'est les autorités marocaines qui ont envoyé, donc, après l'avoir recherchée par la fugue qui était lancée par la France, donc ils l'ont localisée là-bas. Et quand ils sont allés la localiser dans cette famille, ils ont dit à cette famille, vous êtes complice d'une mineure que vous avez chez vous, il faut la rapatrier en France, elle est recherchée, elle est en fugue. Et ils leur ont répondu, cette famille a répondu, elle ne court aucun danger, il ne peut rien lui arriver, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Donc elle peut rester là, c'est notre fille. Hop, le dossier est revenu comme ça à l'instruction. Et bon, on m'a convoqué en me disant, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, ils l'ont mise pour 3 mois, c'est-à-dire en séjour touristique. Ah, alors là, quelle colère! Vous imaginez ma colère. Vous avez été à sa rencontre ensuite? Ah ben oui. Tu as été surprise quand tu as vu ta maman arriver? Le consulat m'avait averti déjà. Puis, oui, j'ai été surprise déjà. Mais qu'est-ce que tu t'es dit? Quand elle m'a vue, elle a commencé à pleurer. Donc déjà, ça m'a fait réaliser ce qui se passait derrière moi en France. Et le fait de voir votre fille heureuse là-bas, presque surprise de vous voir, et qui ne voulait pas repartir surtout. Ah ben non, c'est qu'elle s'y est opposée. Quand je lui ai dit qu'il fallait qu'elle revienne, même le consul du Maroc lui a dit, il faut que tu reviennes avec ta mère, il faut que tu rentres, tu es en fugue. La famille n'a pas voulu la mettre dehors, dit ben non, mais elle est bien, elle va rester. Donc il y avait quand même cette complicité qui était là, qui me démontait un peu, parce que c'était un hébergement quand même illégal, et puis elle qui s'opposait à ça. Elle savait qu'elle était recherchée, donc elle est partie en courant. Ah, elle savait qu'elle faisait de la peine à sa maman aussi, j'imagine. Et puis vous, madame, vous avez dû être à la fois très soulagée de savoir qu'elle était en vie, qu'elle était dans une famille, et en même temps très inquiète de voir qu'elle ne voulait pas repartir. Ah ben oui, il y avait une révolte, une colère, ça oscillait, ça n'allait pas là. Il y avait quelque chose qui cadrait pas, quoi. On regarde ce qui nous attend dans la suite de l'émission avec le témoignage de Christiane qui a découvert il y a peu que sa fille jouait dans des films classés X. La fille et la maman sont là pour dialoguer avec nous aujourd'hui. Tout de suite dans Toute une histoire, l'histoire de Cindy, alias Carla Nova sur scène. Carla est stripteaseuse et actrice de films porno depuis 2 ans. Je me suis vraiment épanouie dans ce que je fais, je m'épanouis encore. Aujourd'hui, après des années de mensonges, elle tente de faire accepter son métier à ses parents. J'ai toujours dans ma tête ma petite fille qui mettait les pantalons, les grands pulls. Et votre fille change de prénom en plus pour faire son métier. Elle s'appelait Cindy, elle s'appelle Carla. Vous faites quelle différence entre les deux? Est-ce que Carla fait partie de la famille? On vit avec. Une question. Votre fille est enceinte aujourd'hui? Oui. De 4 mois? Hélas. Hélas?
Oui. Vous en avez discuté ensemble de savoir s'il fallait garder ou pas cet enfant? Mais oui, quand elle est venue, c'était encore le moment de faire l'IVG, parce que je la voyais mal à 2 mois et demi, garder cet enfant dans de telles... Et tu as voulu le garder? Ah ben oui. Pourquoi? Parce qu'il a été voulu. Peut-être que cet enfant va vous réconcilier aussi. De toute façon, un enfant, c'est toujours mignon, un bébé. Mais bon, il est venu trop tôt, ils ont mis la charrue avant les bœufs. Maintenant, c'est comme ça et vous allez la soutenir? Ah ben oui, de toute façon, elle est à la maison, elle va y rester. Ça, j'allais pas la laisser dans un foyer. Eden, tu comptes faire ta vie avec cet homme? Avec ce jeune homme? Ben déjà, j'aimerais bien qu'il soit là pour l'accouchement. Il a 20 ans, lui. Hein. Oui. Et puis après, on construirait quelque chose. Vous accepterez sa présence à l'accouchement? Bien sûr, c'est un papa. Voilà, c'est l'humanité qui reprend le dessus, mais c'est difficile de découvrir son enfant aussi jeune, dans des situations aussi différentes. On continue avec l'histoire de Monique et Eden qui reste avec nous. Je suis sûr que la prochaine histoire va beaucoup vous intéresser. Il s'agit de l'histoire d'Hélène et d'Antoinette. À 12 ans, donc, Hélène commence à boire, à se droguer, sérieusement. Antoinette, qui est sa maman, qui est ici présente, n'a rien vu pendant près de 4 ans. Voici l'histoire d'Hélène et d'Antoinette. Hélène a 43 ans, c'est une femme épanouie, une mère de famille heureuse, mais contre toute apparence, c'est aussi une survivante, une rescapée de la drogue. Jusqu'à à peu près 11 ans, 12 ans, moi j'étais bonne à l'école, j'étais sportive, je posais a priori pas de problème. Pourtant, à l'âge qu'ont ses filles aujourd'hui, sans vraiment de raison particulière, Hélène s'est laissée entraîner dans une spirale qui aurait pu lui coûter la vie. Aux alentours de 12-13 ans, je ne mangeais plus, je ne faisais que boire de l'alcool, en grosse quantité. À 13 ans, j'ai commencé à fumer des pétards. À 14, j'ai commencé à prendre de l'acide, pareil, en grosse quantité, assez rapidement. Et puis, à 15, j'ai commencé à prendre de l'héroïne. Et ensuite, l'héroïne, ça a été vraiment de 15 à 18, à fond, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hélène glisse, mais autour d'elle, personne ne se rend compte, pas même sa mère. Pour moi, c'était une adolescente tout à fait normale, qui allait à l'école, qui rentrait, qui vivait là une vie de famille, mais elle était un peu renfermée. Mais compte tenu de son âge, c'était l'adolescence, je n'y voyais rien d'anormal. Moi, je n'ai rien vu. Pour mes parents, j'étais une gamine en pleine crise d'adolescence, mal dans sa peau et pas bonne à l'école, qui n'arrivait plus à suivre et qui n'arrivait plus à se concentrer tellement j'avais des problèmes d'ado. La réalité, c'était que j'étais ce que j'appelle une junkie pourrie, c'est-à-dire une vraie toxico en pleine délinquance. En fait, il y a une grande période de sa vie où nous cohabitions, si on peut dire, mais où elle avait une vie privée et très personnelle et très secrète et à laquelle je n'avais pas accès. Pendant toute cette période, mes parents, je pense, étaient attentifs, ils essayaient de savoir, ils posaient des questions. Mais comment peut-on imaginer que je dise à mes parents « Oui, 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 je fume des pétards et puis même que je me shoote, tu sais ?» C'est pas possible, parce qu'on a honte soi-même d'inquiéter nos parents. Donc c'était tout un travail de dissimulation. Les années passent, Hélène s'enfonce de plus en plus. Délinquance, fugue, tentative de suicide, overdose. Ses parents voient son malaise, mais en ignorent toujours la raison, jusqu'au jour où la vérité éclate enfin. Je n'ai rien vu jusqu'au jour où, effectivement, nous sommes allés voir une psychiatre qui... au moment où elle nous a reçus, le père, moi-même et Hélène, m'a dit, mais alors ça, c'était comme une gifle, mais enfin, madame, vous ne vous rendez pas compte qu'elle souffre. C'est là que j'ai vraiment perçu la gravité de la chose. J'avais une fille droguée. L'horreur. L'horreur d'imaginer que j'avais vécu avec elle pendant tout ce temps et que je n'avais pas vu à quel point elle était prise dans cette horreur de la drogue. Ça, c'était à Madrid. Et là, j'avais fait un shoot de coke, cocaïne, héroïne, plus pétard et alcool. Et pourquoi tout ce mélange? Oh, parce que ce jour-là, il y avait beaucoup de produits, donc plus il y en avait, plus j'en prenais. Puis là, regarde, là, j'avais 12-13 ans, même là, regarde la tête que j'avais. C'était... J'ai encore une tête de petite fille qui comprend pas. Ouais, mais là, je commençais à être bouffie par l'alcool aussi. Hein.
Je suis passée à côté de tout, c'est clair. Je suis passée à côté de tout. Voilà. On essaie de comprendre ce qui peut se passer donc, dans ces familles qui ont l'air vraiment très proches et très soudées, comme Hélène et Antoinette. Je vais vous demander de nous rejoindre, s'il vous plaît. Bonjour Madame Derrier. Bonjour. Quelle poigne. C'est incroyable de se dire qu'on est passé à côté de sa fille à ce point-là, pendant 4 ans. Oui, mais en même temps, ça s'est passé tellement simplement que je vous avoue que j'étais très choquée. Mais en vérité, je me dis que je ne pouvais pas faire autrement et que quelque part, c'est peut-être aussi bien que je ne l'ai pas persécutée, que je n'ai pas été soupçonneuse, que... Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça lui a permis de savoir que chez moi, elle pouvait toujours se raccrocher, parce que je ne la jugeais pas, ni en bien, ni en mal, ni quoi que ce soit. Elle savait vous la voyez se transformer physiquement, quand elle dit « j'étais bouffie par l'alcool » ? C'est normal, s'il avait trop mangé, si elle avait... parfois, à l'adolescence, on grossit, on maigrit. Non, je n'ai pas vu de transformation. Même l'héroïne, vous n'avez pas vu de transformation? Non. Elle a toujours été adorable, elle était toujours aussi affectueuse avec moi, non. Qu'est-ce que vous vous disiez? Vous ne faut surtout pas que ma maman s'en aperçoive? Ah oui, moi j'avais très peur de lui faire mal si elle réalisait une chose pareille. Et puis c'est vrai que, bon, entre autres, l'héroïne fait qu'on vomit toute la journée quasiment. Et quand elle me voyait vomir, elle me disait « mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Je lui disais « mais j'ai mangé trop de chocolat ». En fait, j'étais presque plus à la maison et je disais toujours que j'allais dormir chez une amie qui avait une tête de jeune fille bien sage, donc en fait c'était rassurant. Vous étiez où? Je développais plus d'énergie à la protéger, de savoir ce qui m'arrivait, que de penser qu'effectivement, à force, je plongeais dans la délinquance, je faisais des trucs terribles. C'est-à-dire la délinquance? Des vols? Oui, des vols, des casses, des vols de voitures, des casses, des vols à l'arraché. On a du mal à le croire quand on vous entend aujourd'hui, quand on vous voit. Oui. Non, j'ai tout fait sauf la prostitution et encore vraiment, je pense que c'est parce que j'avais la chance de savoir me battre. Et donc j'ai réussi à éviter la prostitution. Vous en étiez à vous faire combien de piqûres par jour d'héroïne? Entre 15 et 20 par jour. Et qu'est-ce que vous aviez comme conscience de la vie, même de ce que votre maman pouvait avoir dans le cœur? Ah justement, mon problème, c'est que j'avais une espèce de dédoublement. J'avais à la fois mon cœur de petite fille qui se disait « ma maman, si elle apprend ça, ça va être terrible pour elle ». D'ailleurs, j'ai fait 3 overdoses et la plus terrible, la 3e, j'ai vraiment décollé, j'ai senti que c'était fini, que je partais, que... J'en avais déjà fait 2 avant, je savais comment ça se passait, qu'à un moment on a l'impression qu'on revient et qu'on est en train de reprendre pied. Là vraiment cette fois-là j'avais senti que je partais complètement et que ça s'amplifiait et que j'allais pas revenir et je trouvais ça très bien, j'étais contente, je me disais enfin la vie c'est terminé. Mais qu'est-ce qui était aussi dur pour vous? C'est en pensant à elle que je me suis dit je peux pas lui faire un truc pareil. En fait sinon je serais morte certainement aujourd'hui puisque vraiment à ce moment-là le déclic ça a été je peux pas lui faire un truc pareil. Mais comment le mal de vivre peut-il être aussi insupportable pour faire des choses pareilles? Je pense que c'est le piège de la drogue. Je pense que sur tous les terrains, le produit lui-même fait qu'on se crée une dépression et on se crée un manque d'appétit à la vie. Vous n'étiez pas informée sur les dangers de la drogue? Non, comme tout le monde, j'entendais parler de drogue, de drogués, à la sortie des lycées, de son lycée, je savais qu'il y avait de la drogue, mais pour elle, non, je ne... Vous n'êtes jamais dit ça peut tomber sur ma fille? Je me suis dit, ça peut tomber sur ma fille, mais je n'ai rien vu, elle ne m'a jamais montré de ça. Si elle vomissait, c'est parce qu'elle avait mangé trop de chocolat. Si elle avait mauvaise mine, c'est parce qu'elle avait fait un cauchemar la nuit, qu'elle dormait mal. Si elle avait manqué l'école, c'est parce que, oui, j'avais pas pris ma leçon, j'aurais dû t'en parler plus tôt, etc. Bon. Mais toutes les traces de piqûres? J'avais des manches longues en permanence. Il était hors de question que je prenne une douche. À doucher le bébé. Donc, car le bébé est devenu grand. Oui. Comment vous avez réagi, madame, quand vous avez appris la vérité? Je veux dire, est-ce que vous vous êtes dit, je suis une mauvaise mère, j'aurais dû voir ce que je n'ai pas vu? À ce moment-là, oui, bien entendu, j'ai pensé comme ça, que dans le fond, j'étais aveugle et que j'aurais dû être plus vigilante. Mais par contre, les détails, donc ça c'était le problème santé, le fait de la désintoxiquer et de l'aider à passer ce cap. Mais par contre, là où j'ai pris conscience réellement de tout ce qu'elle a vécu, de tous les dangers qu'elle a fréquentés, c'est lorsque j'ai lu son livre. Alors là, à la lecture de son livre, j'ai situé clairement, à tel moment, oh, c'est incroyable, effectivement, je vois pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez reconstitué le puzzle. Oui. Mais qu'est-ce qu'on dit aux parents qui nous regardent aujourd'hui? Qu'il faut y regarder de plus près?
C'est à moi que vous posez la question? Oui, tout à fait. Alors moi, je suis très mal placée pour donner des conseils à qui que ce soit. Puisque vous avez appris des choses de la vie? Oui, non. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que je crois que la seule chose qui l'a probablement vraiment aidé en ce qui me concerne moi, c'est que je l'ai aimée, j'ai continué à l'aimer. Quoi qu'il se passe, même quand on a découvert qu'elle se droguait de cette façon-là, je pense que ce qui est important, c'est de ne pas cesser d'aimer son enfant, de ne pas le critiquer, de ne pas le juger. En espérant que c'est pas trop tard. Bien sûr. Moi, je dirais même, c'est que, en fait, elle m'a surtout aimée comme j'étais, c'est-à-dire que l'image de l'enfant qu'on voudrait un jour voir devenir, si ce n'est avocate ou médecin ou n'importe quoi, d'autres, là, les bras lui en sont tombés. C'était, de toute façon, je t'aime et je t'aime comme tu es, avec tout ce que tu es, avec ta fragilité, ta force, et de toute façon, telle qu'elle est. Dans le nid, tu peux toujours y revenir. J'ai demandé à Marie de venir nous rejoindre et de nous apporter son point de vue. Elle est au milieu de l'histoire. Si vous voulez bien venir nous rejoindre, merci. Comment allez-vous? Asseyez-vous, je vous en prie. Toutes ces histoires, ça vous inquiète plutôt ou ça vous éclaire? Si je rebondis un petit peu sur ce que disait Hélène, elle disait qu'elle a fait tout ça, enfin, elle a menti à sa mère, pour protéger sa mère. Moi, j'ai pas du tout le sentiment d'être entre guillemets protégée par mon fils. C'est une autre histoire. Oui, c'est clair. C'est une histoire différente. Il devait être avec nous, Julien, aujourd'hui. Oui. Il devait être là pour dialoguer avec vous, essayer de raccrocher. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé au dernier moment? Il m'a envoyé un SMS pour me dire que non, qu'il ne voyait pas ce qu'il aura à foutre ici. Voilà. Il a 15 ans. Vous l'avez 16 ans. 16 ans, il vient d'avoir 16 ans. Il avait 15 ans quand vous l'avez surpris en train de dealer de la drogue. Comment vous avez appris ça? Non, c'est un petit peu comme Hélène, c'est dans le sens où c'est votre prénom, c'est, excusez-moi. Antoinette. 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 C'est un petit peu comme Antoinette, je veux dire, j'ai rien vu venir, si ce n'est que bon, ça rejoint aussi un petit peu l'histoire d'Éden. Il s'est connecté sur Internet, a commencé entre guillemets à s'ouvrir le monde extérieur. Et on voit rien, c'est clair. Et on va dire, moi aussi, je suis issue d'une famille, entre guillemets, protégée, d'une fratrie de 3. On a eu une éducation rigide où on manquait de communication. Donc j'ai fait aussi 3 enfants. Et je me suis dit, l'idée, l'astuce, c'est ça, c'est que les problèmes n'arrivent que chez les autres. Et chez soi, pour privilégier la relation avec les enfants, c'est cette fameuse communication dont on parlait à l'instant. Et c'est rester open, quoi qu'il arrive, quoi. Et j'ai pas le sentiment d'avoir failli à ma tâche, bien loin de là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, il a rencontré une petite nana de 14 ans qui l'a complètement sortie, on va dire, de mon cocon, quoi. Et là, c'était l'horreur, quoi. Vous n'aviez aucun souci avec votre fils auparavant? Mais des soucis mineurs. Oui, c'est ça. Rien d'important, en tout cas. Non. Il a changé du jour au lendemain, vous diriez? Oui, ça a commencé par un refus de tout ce que je pouvais, on va dire, tout un petit peu la loi, la politique de la maison. C'est opposé par principe à ce que j'avais pu mettre en place. Et, Réaction à l'adolescence. Oui. Mais là, ce qu'on appelle l'âge d'opposition, mais enfin là, d'une manière extrêmement virulente. Oui, donc il a commencé à se déscolariser. On s'est rendu compte effectivement qu'il mentait donc honteusement et là ça venait de la provocation parce qu'il savait très bien qu'à un moment donné on allait découvrir le mensonge. Et, mentir sur quoi? Surtout, c'est aussi bien des petits mensonges que des mensonges qui impliquaient beaucoup de monde, quoi. Je veux dire, sa sœur qui est sur le plateau y compris, qui pourrait aussi témoigner. Et nous met dans des situations difficiles et délicates, puisque même d'un point de vue professionnel, à un moment donné, il avait un parcours, il souhaitait donc sortir, on va dire, de la culture générale pour apprendre un métier donc en apprentissage. Donc de par, on va dire, mes relations dans mon travail, j'ai pu lui obtenir, on va dire, un petit peu un droit d'entrée. Donc je suis allée le présenter, etc. Et il était censé faire un stage d'une semaine. Moi, je veux dire, entre guillemets, en bonne mère que je suis, je téléphone après, on va dire, au patron potentiel pour savoir comment s'était passé le stage. Il m'a dit, madame, je ne sais pas de qui vous parlez, je n'ai jamais vu votre fils. Il m'a joué la comédie pendant 1 semaine, il m'a décrit son emploi, comment ça se passait. Oui, c'est vraiment enfermé dans le mensonge, quoi. Total. Ça vous fait sourire, Hélène? Oui, ça me fait sourire. C'est vrai. C'est terrible à quel point, pour vivre ça, en fait, on est obligé vraiment d'avoir 2 personnages. Et on se voit soi-même faire un truc qu'on refuse, c'est-à-dire de mentir à sa mère et d'échafauder des trucs comme ça. On se dit c'est dégueulasse, elle me fait confiance et je lui raconte n'importe quoi. Et ce qui est terrible, c'est qu'elle le gobe. Et en plus de ça, effectivement, on ne peut pas faire autrement que de lui raconter des choses aussi horribles.
J'ai demandé à sa sœur Élise, qui est votre fille. Où êtes-vous, Élise? Vous êtes là. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire, vous? Vous connaissez bien votre frère? Oui. Vous l'avez vu glisser d'un coup? Ou partir peu à peu? Non, peu à s'éloigner? peu, ça s'est fait petit à petit. On commence à dégringoler comme dans un escalier quand on chute. Et bah, c'est ça. On rate la première marche, puis après, c'est un engrenage. On rate la deuxième, la troisième, jusqu'au moment où on est tombé bien bas. Et puis on se dit, maintenant que je suis là, pourquoi est-ce que je ferai l'effort de remonter? Puis il y a tout le monde qui essaye de se casser la tête à trouver des solutions pour tendre la main. Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est pourquoi il a raté la première, la deuxième et la troisième marche, à ton avis? Je pense que c'est un ensemble de choses. Enfin, on a une histoire de famille qui est assez compliquée et ça l'a beaucoup affecté. Et puis après... Et qu'est-ce qu'il y a de si compliqué? Parce que toutes les histoires de famille sont compliquées presque. Qu'est-ce qu'il y a de si compliqué dans celle-là? Oula, j'ai l'impression que les deux se sondent. Pas du tout, non. Justement, je serais tentée de savoir ce qui... C'est toute une histoire. Quel jeu de mots. Non, mais c'est juste qu'il y a eu beaucoup de déménagements, beaucoup de manque de communication, beaucoup de peur liée aux parents, beaucoup de séparation, Enfin, je veux dire, même moi, je suis passée par là. Enfin, je me retrouvais d'ailleurs un peu dans son histoire. Et enfin, c'est plein de choses comme ça qui pour nous, en tant qu'adolescents et tout, c'est très difficile à vivre, c'est comme insurmontable. Mon frère passe ce par quoi moi je suis passée, je pense. Et Vous êtes passée par quoi? J'ai fait une dépression nerveuse pendant 10 ans et j'ai tenté de me suicider 4 fois. Vous avez quel âge? J'ai 21 ans. Et il y en a 2 qui ont failli me coûter la vie si mes parents ne m'avaient pas trouvée. Votre maman a l'impression de bien faire. Qu'est-ce qu'il y a dans cette éducation qui, à votre avis, grippe? Votre fils nous a dit, en préparant cette émission, il devait venir aujourd'hui, qu'il y a eu un problème d'éducation, alors qu'on voit bien que vous essayez de bien faire. Qu'est-ce qui grippe? Je ne saurais pas vous répondre. Enfin, Mon frère a choisi le chemin de la provocation parce que pour lui, il sait que s'il nous provoque, il va avoir l'attention de notre mère, qu'il le veuille. Enfin, c'est sa façon à lui de réclamer l'attention. Mais il n'a pas assez d'attention, d'après vous? Je pense qu'à un certain moment, il en a peut-être manqué, mais je ne pense pas que c'était volontaire. Je pense que ça a été une maladresse. Vous étiez seule pour élever vos enfants? Ouf. Ah bon? J'ai été seule, non. Je me suis séparée du père de mes 2 garçons en 2000, donc ça fait 6 ans. Et votre fille est d'une première union? Oui. Vous vous sentez proche de votre frère? L'impression de le comprendre? Oui, je pense le comprendre. Mais il ne supporte pas le fait que je sois capable de le percer à jour. Mais oui, je pense que je peux dire que je suis proche de lui quand même. Est-ce qu'il est en train de se rendre compte que sa mère aussi le perce à jour? Ou est-ce que c'est pas votre sentiment? Non, je pense pas. Je pense pas qu'il se rende vraiment compte. Enfin, il s'est vraiment enfermé derrière une grosse forteresse et. Non, je pense pas qu'il se rende compte que ma mère réalise vraiment ce qui est en train de se passer et que ça sert plus à rien maintenant de faire ce qu'il fait, quoi. Maintenant, il est lancé dans le truc, donc. Il va falloir qu'il s'en sorte. Oui, bah ça, c'est pas gagné. C'est pas méchant, hein, je l'aime de tout mon cœur, hein, mais enfin, je sais très bien que c'est pas gagné. Quand on voit le chemin qu'a fait Hélène à l'envers et à l'endroit, ça donne du courage, enfin en tout cas ça donne de l'espoir. Oui, oui, non, bien sûr, et je trouve ça très bien de sa part qu'elle a réussi à s'en sortir, et je trouve ça même extraordinaire, parce que je pense que ce par quoi elle est passée, c'est loin d'être évident. Mais vous donnez de l'attention ou vous donnez de l'amour? Les deux sont proches, vraiment, les deux sont proches. C'est quand même assez différent, parce que l'amour, c'est sans jugement, vous voyez, c'est... L'amour, c'est pour moi, l'amour, Jean-Luc, c'est le pardon. Donc l'amour, vous dites que vous le transmettez à travers le pardon, c'est-à-dire votre capacité à ouvrir votre cœur, à lui pardonner tout ce qu'il a fait. Oui. Et à lui montrer que vous l'aimez aussi, vous lui dites? Oui. Vous lui dites? Oui. Restez avec nous, on va écouter maintenant l'histoire de Cindy qui est avec sa maman ici au premier rang. Cindy est une jeune fille timide, pudique, c'est bien ça Cindy? Vous étiez ce type de jeune femme-là jusqu'à ce qu'elle décide de devenir star de film classé X. Alors ça ne s'est pas passé du jour au lendemain, mais ça prend quand même assez peu de temps. C'est quelque chose qui est arrivé très très vite. C'est un choix de carrière que sa maman et ses parents ont du mal à comprendre et à accepter. Coucou Cindy, c'est moi. Ça va, vous êtes bien rentrée? Oui, on est bien rentrés. On est rentrés ce matin, c'était 5h du matin. Ah, d'accord. Bah, tu sais qu'on était au salon de l'érotique, je t'avais dit. Ouais. C'était super, le show super bien passé. Jamais j'aurais imaginé que
tu sois capable d'aller sur scène. Bah, même moi, je croyais pas que j'étais capable non plus. J'étais tellement complexée, jamais je me suis acceptée et je me suis dit jamais j'oserais faire ça, me mettre nue devant des gens. Et pourtant, à 22 ans, Cindy, alias Carla Nova sur scène, a déjà 2 ans de striptease et 2 films X à son actif. Aide-soignante de formation, elle tente aujourd'hui de faire accepter son nouveau métier à ses parents. La fameuse valise de spectacle. Donc en fait, bon, je te montre le plus soft d'abord, comme ça. Oui, d'accord. Donc t'as ça. Voilà, ok. Ah oui, ça te va bien. Alors dessous, je mets ça. Donc c'est quand même bien décolleté. Hein. Oui, oui. Et tu te sens bien, tu te sens bien dans ta tenue. Oh là, j'ai de la peine à... Attends, c'est pas fini. Ouais, fais voir. Bon alors attends, ça c'est... Bon, c'est un petit peu... C'est quoi ce truc? C'est une culotte? Oh là 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 là. Ouais, mais alors dis donc. Et puis dessous le petit short, je mets un mini string. Ah bon? Parce qu'il y a encore plus mini que mini? Tu vois le mini string. Ah d'accord. J'ai toujours dans ma tête ma petite fille qui mettait les pantalons, les grands pulls, un autre pull. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre comment tu peux te sentir bien, comment tu peux te dévoiler comme ça devant tout le monde. Je sais pas, ça s'explique pas. Parce que toi, c'est une chose, mais comment tu peux arriver sur scène? Il y a ta petite fille qui s'appelle Cindy, et puis bah, après t'as Carla qui est en show et puis qui rentre sur scène, j'oublie tout. J'ai plus aucun complexe. Je veux bien le croire, parce que quand on voit ça, bon bah c'est... Mais bon, je me dis que du moment que tu assumes de faire ça, bah, ma foi. Cindy s'est lancée dans le cinéma classé X après avoir rencontré son petit ami Tony, un stripteaseur. Au départ, elle l'a caché à sa famille, mais sa grande sœur l'a découvert et a tout révélé à leurs parents. Christiane, la maman, connaît la vérité depuis 6 mois et elle a encore du mal à l'accepter. Ouais, là, c'est déjà moins sympa, là. Je vais couper, hein, parce que je pense que ça te fait plus de mal. Non, pour l'instant, moi, en tout cas, je vois ta réaction, je peux pas te montrer plus. La première fois où je t'ai vue, bon, c'était beaucoup plus hard, en fait. Quand ta sœur m'a montré des photos, elle m'a montré même un petit bout de film. C'était une scène d'amour entre Tony et moi, entre parenthèses, oui, mais voilà. Mais le fait de le faire, je sais pas comment tu peux le faire en public. Bon, moi, en tout cas, ça me dérange pas. Avec papa, on s'est dit qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. En fait, je vous ai mis devant le fait accompli, donc vous subissez plutôt qu'autre chose, vous apprenez à vivre avec. Ouais. Donc bah, tu peux pas réellement comprendre parce que tu acceptes pas, tu comprends pas comment je peux faire ça, donc tu pourras jamais accepter. Et ça, je vous en veux pas. C'est vrai que demain, si tu venais vers moi et puis que tu me dises j'arrête, je fais autre chose, bon, c'est certain que ça me ferait plaisir, ce serait peut-être un soulagement. Oui, j'aimerais bien que, plus vite ce sera, mieux ce sera. Mais malgré tout, je voudrais... Après, quand je commencerai à avoir des petites rides... non. Bah, c'est pas pour demain, les petites rides, hein. Vous avez quel âge? 22. Ouais. Dans 5-6 ans. Vous êtes soulagée du fait de connaître la vérité ou vous êtes plus inquiète qu'avant? Les deux. Expliquez-nous ça. Disons qu'en fait, au départ, c'est vrai que c'est un choc réel parce que, connaissant ma petite fille pudique, toujours cacher son corps, toujours mal dans sa peau, elle se trouvait jamais assez belle, jamais assez bien. Et puis, ma foi, découvrir du jour au lendemain sa fille qui se dénude, qui se montre au public, c'est un choc. Vous vous posez des questions. Pourquoi vous êtes passé d'un extrême à l'autre? Qu'est-ce que vous dites? Vous préférez qu'on vous appelle Carla ou Cindy? Pour aujourd'hui, Carla, oui. Carla. En fait, je pense qu'ils n'ont pas vu la transition. C'est-à-dire que j'étais leur petit bébé, j'étais à la maison. Ils m'ont en fait formé comme une espèce de cocon, peut-être trop couvé. Et puis j'ai fait la rencontre de Tony. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Il faut moins protéger ses enfants? Non, je pense pas. Moi, c'est mon histoire. Maintenant, je sais pas. C'est vrai que. Vous avez tout à fait raison. C'est votre histoire et c'est pas. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est pas l'histoire de tout le monde. Mais en même temps, les histoires ont des résonances qui sont universelles. Je pense que ça parle beaucoup dans les familles. Ouais, c'est peut-être. Ils n'ont pas vu l'évolution parce que j'ai caché justement un petit peu
une autre personnalité, peut-être fait croire à mes parents que j'étais quelqu'un de réservé, pudique, alors que je commençais à me dévoiler un petit peu plus. Vous êtes enfermé dans le mensonge, celui dont on parle depuis le début de l'émission? Voilà, tous les sujets se relient un petit peu par le mensonge. Par contre, moi, ce que je tenais à dire, c'est qu'on voit un petit peu la souffrance un petit peu partout. Moi, j'ai pas souffert du tout. Je me suis vraiment épanouie dans ce que je fais. Je m'épanouis encore. C'est vrai que j'ai fait souffrir ma maman et mon papa, mais moi... Et ça, c'est une souffrance de faire souffrir ses parents? Au début, je ne m'en rendais pas compte, donc j'étais un petit peu égoïste, j'ai pensé à moi et j'ai dit, bah écoute, je me lance. C'est vrai qu'après, j'ai pu voir le mal que j'aurais fait. Ouais. Donc ça a commencé par une rencontre avec Théo, ici présent. Oui. Il y a une différence d'âge qui vous a inquiété au début? Au début, oui. Mais bon, Cindy avait quand même du caractère, donc je me suis dit, elle saura se défendre. J'avais peur, en fait, qu'il ait de l'emprise tout de suite sur elle, qu'un homme plus âgé... je ne pensais pas qu'elle pouvait avoir une relation si forte comme ça. Et puis, de toute façon, comme... Qu'est-ce que vous lui avez dit quand elle vous a présenté son fiancé? Elle ne me l'a pas présenté tout de suite, en fait. Je lui ai dit non, moi, la première fois... Elle m'a enlevé mon téléphone, elle m'a dit, je veux pas que tu le revoies. Non, puis la première fois que je l'ai vu, en fait, un soir, il l'a raccompagné dans l'ascenseur. La première fois que je l'ai vu, je lui ai dit, mais c'est un vieux. Ça a été une réaction. En fait, un vieux, c'est parce qu'en fait, elle avait des petits copains qui étaient Vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 19 ans et demi. Pourquoi vous ne leur avez pas dit la vérité quand vous avez rencontré ce garçon? Parce que déjà, à la base, il était stripteaseur. Donc c'est vrai que c'est pas à la limite pour des parents, c'est pas le gendre idéal, on va dire. On préférerait que son gendre soit médecin ou présentateur télé. Non, mais en plus, il avait 10 ans de plus que moi, donc il était éducateur sportif, en fait. J'ai dit qu'il avait 27 ans au lieu de 30 et qu'il était éducateur sportif. Je lui ai fait confiance. Enfin, on lui a fait confiance. Et puis bon. Puis elle était amoureuse. De toute façon, c'était lui, personne d'autre. Bon, c'est vrai qu'au bout de 2 mois, quand elle est partie vivre avec lui, pour moi, ça a été très dur. Quand vous avez vu que Clara a commencé à mentir à ses parents sur le sérieux de votre relation, vous vous êtes dit qu'il y aurait un problème un jour qui allait sortir ou que ça passerait tout seul? Bah oui, automatiquement, il y allait avoir un problème. Mais avant de leur dire la vérité, il fallait qu'ils apprennent à me connaître en tant qu'éducateur sportif. Ce qui était vrai de toute façon. Votre premier métier? Ouais, voilà, mon premier métier. Et que par la suite, quand vraiment ils auraient appris à me connaître, on aurait pu leur dire la vérité. Moi, c'est vrai que j'avais insisté auprès de Carla pour qu'elle dise la vérité, mais bon, elle n'arrivait pas à franchir le pas, elle ne voulait pas, et donc je ne voulais pas la forcer. Et c'est sûr mais vous vouliez qu'on dise la vérité dès le début? Complètement, ouais, moi j'aurais préféré qu'on dise la vérité. Il a été franc du départ. Enfermée dans un cercle vicieux finalement, parce que je m'étais dit, j'ai trop menti, donc comment je vais leur annoncer ça, quoi. Ouais, c'est ça, tout le monde s'enferme dans des mensonges et on ne sait pas comment s'en sortir. Ouais. Alors comment ne pas entrer dans cette spirale des mensonges? C'est ça qu'il faut voir aujourd'hui. Est-ce que c'est la faute des parents qui ne voient pas ce qui se passe? Est-ce que c'est la faute des enfants qui savent de mieux en mieux cacher ce qui se passe? Ouais, mais où est le juste milieu à l'époque, à l'heure actuelle? À votre avis? C'est la bonne question que je pose à tout le monde. Vous êtes le papa, vous, hein? Tout à fait, oui. C'est vrai qu'au départ, quand on élève ses enfants, comme disait Cindy, on a tendance à trop les coucouner. Mais justement, on les coucoune beaucoup, parce que justement, on espère plus les protéger, on espère plus en étant proche d'eux, en parlant beaucoup avec eux. C'est vrai qu'on était assez cool. Hein, Et pour l'opération chirurgicale de vos seins, vous avez demandé l'autorisation, pardon de faire les gestes, vous avez demandé l'autorisation à vos parents? Non, j'ai pas. Parce que ça se voit, ça, normalement. Ça se voit, oui, mais non. Regardez-moi bien dans les yeux. Ouais. Même déjà, quand j'étais chez moi adolescente, c'était vraiment un complexe. Et donc je ne pouvais pas en parler à mes parents, c'était pas possible. Puis je pense que c'était mûrement réfléchi, c'était pas une question, je voulais pas leur demander, c'était vraiment un choix. Et d'ailleurs la première fois que je me suis fait opérer, c'est Tony qui leur a annoncé le jour même, quoi. Pourquoi? J'aurais dit je vais voir Cindy à la clinique, elle vient de se faire opérer de la poitrine. Puis c'est bien passé finalement. Je voulais pas leur demander leur avis, en fait, c'était vraiment une décision que j'avais prise et puis Je pense que Cindy, elle n'a peut-être pas assez confiance en nous. Elle croyait qu'on n'était peut-être pas assez ouverts à notre... Et avec ma femme, on discutait beaucoup sur Cindy. Et elle pensait qu'on était plus renfermés, qu'on était encore dans l'ancien temps. Et... C'est pas le cas? Et c'est pas le cas du tout. On va le voir dans un instant, parce qu'après, il y a eu le striptease. Ça non plus, vous ne l'avez pas dit. Ensuite, les films X. Comment on fait avec tout ça? On en parle dans un instant, après ce message qui vous concerne peut-être. Regardez, il s'agit peut-être de votre histoire. Dans le cadre d'une émission sur les infanticides, nous recherchons des témoignages. Vous ou l'un de vos proches souffrez de la maladie d'Alzheimer.
Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 01 53 84 30 08 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement dans Toute une histoire, la chirurgie esthétique permet-elle de retrouver une vie sexuelle épanouie? Presca, victime d'une hypertrophie des grandes lèvres, souhaite subir une opération chirurgicale pour les rétrécir. Je me sens très différente des autres femmes. Je regarde en espérant toujours que quelqu'un l'ait comme moi. Eh ben non, ça m'est jamais arrivé. Comment vous ressentez son malaise, Martin? C'est sa gêne qui me gêne, plutôt. À 60 ans, Pierre est diabétique et ne peut plus avoir d'érection. Il a décidé de se faire poser un implant pénien pour sauver l'harmonie sexuelle de son couple. À 60 ans, on est très jeune, surtout quand on est jeune dans la tête en plus. La vie ne s'arrête pas à 60 ans. Mais la chirurgie peut aussi aider à doper ses capacités. C'est l'histoire d'Annabelle qui, malgré une sexualité satisfaisante, a fait gonfler son point G par injection. Dites que le plaisir a été multiplié. Oui, au moins par 10, oui, c'est clair. Quand vous avez décidé d'accompagner votre fiancé sur les podiums et de faire du striptease, est-ce que vous avez pensé à vos parents? Pas du tout. Je pense que c'est de l'égoïsme. J'ai pensé justement à ce moment-là juste à moi, qu'à moi. Qu'est-ce que ça allait vous apporter? Au début, je ne savais pas. Je ne savais pas du tout. Je ne pensais même pas être capable de me dénuder devant des gens, être capable de m'exhiber. Et puis en fait, je me suis laissée prendre à mon propre jeu. C'est-à-dire, dès que je suis montée sur scène, d'être regardée comme une chose, on va dire, par les garçons, par les filles. C'est vrai que ça m'a donné confiance en moi. Ça a vraiment été une thérapie quoi, pour moi, le strip et le X. Quand est-ce que vous avez commencé à penser à vos parents et à leurs réactions possibles? Bien après, en fait. Au début, j'ai vraiment pensé qu'à moi, quoi. Donc, j'ai pensé après en mesurant les conséquences. Et surtout, c'était mes amis qui me disaient ouais, mais tes parents, ils en pensent quoi? Je dis ouais, mais ils sont pas au courant, quoi. Ils étaient au courant de l'opération des seins, malgré eux. Ils n'étaient pas au courant du striptease. Non. Ils n'étaient pas encore au courant du striptease quand vous avez commencé à faire des films X? Non, pas du tout. Donc, j'avais dit, j'étais bien obligée de dire quelque chose, qu'on partait très souvent sur la route. Donc, j'avais dit qu'on faisait des photos, que je faisais des photos soft. Donc, ils me croyaient plus ou moins. De charme? Ouais, de charme. Qu'est-ce que vous en pensiez, madame, à l'époque? Elle m'avait montré des photos, j'étais même contente, j'étais même fière parce qu'en fait, elle avait vraiment des jolies photos. Malgré tout, je trouvais que ça allait trop. Puis bon, le fait sur des photos, c'était un petit peu dénudé. Quand j'ai vu qu'elle commençait à mettre en évidence un petit peu sa poitrine, tout ça, je me suis quand même posé des questions sans rien dire. Malgré tout, je me doutais de quelque chose parce que ça allait de plus en plus vite. Et... Comment elle a découvert votre sœur? En fait, par une couverture de magazine que j'ai pu faire à mes tout débuts de X. Elle l'a appris par une amie en commun et donc là, elle a tout raconté à maman, lui montrant Vous saviez que ça allait se savoir un jour ou l'autre, non? Ouais, justement, j'attendais peut-être que quelqu'un le fasse à ma place, le moyen de faciliter, de l'acheter, mais... Comment s'est passé le moment de vérité entre vous? En fait, c'était une après-midi, ma maman m'a téléphoné, m'a demandé écoute, tu dois savoir pourquoi je t'appelle. Je lui ai dit oui. Et ma mère m'a fait très mal en utilisant des mots de prostitution. Et ça m'a fait très très mal. Et vous avez l'impression que c'est très loin, la prostitution? Pour moi, oui. Les gens font beaucoup l'amalgame entre X, striptease, prostitution, délinquance, drogue. Et il y en a, ça c'est certain. Mais après, chaque cas est différent. Vous vous sentez plus forte que ça, vous? Plus forte que les dangers de ce métier? Oui. Parce qu'on est en couple, justement. Ma force, c'est Tony. Et Rocco, qui est donc dans ses bras. Et Rocco, mon petit chien. Le bien nommé. Pas de gros plan, s'il vous plaît, Massimo, merci. Lorsque vos parents vous ont dit qu'ils connaissaient votre activité professionnelle, vous vous êtes dit ouïe aïe aïe? Ou vous vous êtes dit enfin? Non, j'ai fait ouf. Même si au départ, ça a été un peu violent. Même si ça a été un petit peu violent, c'est vrai que j'ai été soulagée, très soulagée. Parce que j'ai pu leur expliquer pourquoi j'ai fait ce choix, pourquoi je fais cette activité, comment je m'épanouis à travers mon métier. Et alors puis, comment vous vous épanouissez en quelques mots à travers ce métier? Avant, j'étais une fille très complexée, qui ne m'aimait pas du tout. Je me détestais. D'ailleurs, quand j'ai vu les photos, je ne m'aime pas du tout. Maintenant, j'apprends à m'accepter telle que je suis. J'essaie de travailler sur moi-même. Et puis le regard des autres est très important pour moi. Donc quand je peux faire un strip et que les gens me disent tu es jolie,
des compliments, c'est vrai que ça me... Ça vous narcissise, ça vous renarcissise, comme on dit. Exactement. J'ai l'impression que pour vous, c'est passé, c'est encaissé comme nouvelle. Pour votre femme, c'est encore un peu à vif. Un petit peu, parce qu'en fait, ce qui me fait le plus mal, en fait, c'est connaissant ma fille, j'ai peur qu'on considère ma fille en fait pour ce qu'elle n'est pas réellement. Le regard des gens. Le regard des gens. Le regard des gens, mais ce que je voudrais pas, c'est qu'ils se fassent une mauvaise opinion de ma fille en fait, parce que quand elle est à la maison, c'est la même. Elle a pas changé. C'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un de gentil, c'est pas quelqu'un de vulgaire, c'est pas. C'est ça en fait qui me fait mal, c'est de qu'on la considère comme... C'est pour ça que vous essayez de comprendre, on le voit dans le reportage, que vous essayez de vous dire ça, pourquoi et comment. Oui, voilà, j'essaye, c'est vrai que... comprendre, c'est le premier chemin déjà, pour pouvoir réussir à trouver une solution, à se rapprocher. On se remet au départ, on se culpabilise, on se remet en question, on se dit, ma foi, qu'est-ce que... Et votre fille change de prénom en plus pour faire son métier, elle s'appelait Cindy, elle s'appelle Carla, vous faites quelle différence entre les deux? Est-ce que Carla fait partie de la famille? On vit avec, mais bon... Non, moi c'est Cindy. On essaye de vivre avec, en fait. C'est pas évident. Hein. Aujourd'hui, il y a encore des mensonges entre vous deux? Il y a encore des choses que vous ne dites pas à votre mère? Non. Vous avez réfléchi avant de répondre. Il m'a eu. Non, je pense que je les protège. Je ne dis pas tout. Oui. Qu'est-ce que vous ne dites pas? Je ne vais pas donner les moindres détails, par exemple, d'un tournage X où je montre peut-être pas la fin de mon striptease. Voilà, maintenant je les protège. Mais je leur mens plus. Non. Sur les grandes choses, vous ne mentez pas, sur les petites choses. La grande leçon de l'émission d'aujourd'hui, je pense que c'est le dialogue. L'amour, évidemment, mais l'amour sans dialogue, on voit les dégâts que ça peut causer. On a des gens qui sont passés tout près de graves accidents de la vie. On a Eden qui est en train de faire son chemin aujourd'hui. Et la grosse solution, c'est éviter de s'enfermer dans le mensonge. Je crois que c'est clair pour tout le monde. Merci à vous tous pour votre sincérité. On se retrouve vite avec de nouvelles histoires. À bientôt.